Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver comme tous les mardis soirs entre 17 et 18 heures pour un nouveau volet de la piste criminelle. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Émile Louis ou des disparus de Lyon, comme certains l'ont appelé. Je vous retrouve pour ce résumé d'enquête. Mais qui était Émile Louis ? Émile Louis, dit entre guillemets le Bousset de Lyon, est né le 26 janvier 1934 à Auxerre, dans Lyon. Sa mort est intervenue en prison le 20 octobre 2013 à Vendeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Émile Louis est un tueur en série français. Il est au centre de l'affaire des disparus de Lyon. Et comme le disait un journaliste de Lyon républicain lors d'un reportage de TF1, je crois que j'ai été le premier journaliste à rencontrer Émile Louis. Oui. On est en 97. À l'époque, je m'occupe à Lyon républicaine des affaires judiciaires, et là, on tombe sur une affaire qui est absolument hors norme, démentielle, sous tout. Et oui, Émile Louis, comme je vous l'ai dit, est né le 26 janvier 1934. Il est abandonné par sa mère dans les premiers jours de sa vie. Il est pris en charge par l'assistance publique, puis adopté par une famille d'accueil. Dans cette famille d'accueil, son père adoptif est artisan maçon et fossoyeur. Sa mère adoptive est autoritaire et très froide. Ce n'est qu'à 15 ans qu'il apprend que ses parents nourriciers ne sont pas ses parents biologiques. Adolescent, il séjourne dans un centre de délinquance en Saône-et-Loire, où il est violé. Élève moyen, il obtient son certificat d'études. C'est en 1944, suite à la libération de la France et pendant l'épuration, ses deux sœurs sont tondues, une expérience qui le traumatise durablement. En 1952, âgé de 18 ans, il s'engage dans la Légion étrangère et participe à la guerre d'Indochine. Pendant 2 ans, il est affecté au transport maritime, ramenant tués et blessés vers les bases arrières. Il revient d'Indochine française en 1954. À la fin de la guerre, décoré de plusieurs médailles militaires, en 1954, âgé de 20 ans, il épouse Chantal Delagneau, avec qui il a 2 filles, Marilyn et Manoël, et ainsi que 2 fils, Fabrice et Fabien. Ils vivent à Villefargot, à 7 km à l'ouest d'Auxerre. Son épouse dit de lui qu'il avait une double personnalité, parfois gentil et attentionné, mais parfois méchant et cruel, voire violent. Il trouve un emploi à la base militaire de Varennes, dans Lyon. Il habite à Seignelay, à 14 km au nord d'Auxerre, commune dont il se fait élire conseiller municipal. Il devient chauffeur d'autocar de ramassage scolaire pour la société Les Rapides de Bourgogne, où il rencontre ses 7 jeunes futures victimes. Il se sépare de son épouse en 1978 après 24 ans d'union, car elle n'était pas portée sur le sexe, et vit avec Gilbert Binos Lemérorel, qui finit par être porté disparu. Ses délits et crimes dans Lyon en 1981, alors qu'il vit à Seignelay,
où il est conseiller municipal, il est arrêté et condamné pour attentat à la pudeur sur des mineurs de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, anciennement l'ADAS, de Lyon, confiée à sa compagne. La même année, le 28 décembre, Émile Louis est inculpé pour le meurtre de Sylviane Lesage, 23 ans, élevée par la concubine d'Émile Louis, dont le corps est retrouvé à Rouvray, à 10 km au nord-est d'Auxerre, là où Émile Louis a l'habitude d'aller à la pêche. Il a nié le meurtre de Sylviane Durand-Lesage et toutes les disparitions. Et il a avoué avoir des troubles de comportement sexuel l'ayant entraîné à commettre des attouchements sur mineurs. Le 17 mai 1983, il est condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour atteinte à la pudeur sur mineur de 15 ans. Par personne ayant autorité, il a été condamné à 5 ans de prison. Le 28 décembre 1983, sa peine de prison a été réduite en appel à 4 ans ferme. De 1982 à 1984, il est défendu par un ténor du barreau parisien, Thierry Lévy. Interrogé pour savoir comment l'un des meilleurs avocats français avait atterri à Auxerre, dans ce dossier, somme toute mineure, maître Thierry Lévy n'a pas souhaité répondre. Christian Zambert, gendarme, est chargé de l'enquête. En 1981, le gendarme Christian Zambert a été chargé de l'enquête sur le meurtre de Sylviane Durand-Lesage, dont le corps a été retrouvé dans une grange. Au cours de son investigation, il constate aussi que 6 jeunes filles de l'ADAS, déficientes mentales légères et âgées de 16 et 22 ans, ont disparu dans les environs d'Auxerre entre 1975 et 1979, sans laisser de traces. C'est le début de l'affaire des disparus de Lyon. Comme le disait le journaliste, une affaire des plus sordides. À ces 6 victimes s'ajoutera plusieurs années après une 7e, Christine Marlot, dont la disparition n'avait été signalée au moment de l'enquête de Christian Zambert. Christian Zambert adresse au parquet d'Auxerre un rapport qui met en cause Émile Louis et des réseaux de proxénètes sadomasochistes de Lyon qui exploitent les filles de l'ADAS. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un petit peu moins suivi et des personnes, on va dire, qu'on aurait cru bien sous tout rapport, en abusaient. C'est en février 1984, l'affaire concernant le meurtre de Sylviane Lesage se solde par un non-lieu, malgré le rapport de Christian Zambert, lui aussi enfant de l'ADAS, qui montre les liens intimes qu'elle entretenait avec Émile Louis. De ce fait, ce non-lieu entraîne le classement sans suite de l'enquête sur les disparus de Lyon, alors que tout était en relation avec le chauffeur de l'ADAS. Le 29 mars 1984, Émile Louis est libéré, après 2 ans et 3 mois de détention. En 1984, la même année, il s'installe dans un camping dans le Var, à Roquebrune, sur Argence. Puis loue un appartement chemin des Billettes à Draguignan. Toujours dans le Var, après avoir purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement pour attouchement sur mineur, il y trouve un emploi dans une entreprise de pompes funèbres. Zambert n'en démord pas. Émile Louis est lié à ces disparitions. Il n'aura de cesse de le démontrer. Le procureur de la République, René Meyer, n'ouvre pas d'informations par manque de preuves.
mais demande informellement aux gendarmes de poursuivre son enquête. Le rapport, comme par hasard, a été égaré et il est retrouvé en 1996. Mais le 4 août 1997, le gendarme Zambert est retrouvé mort. Il se serait suicidé de 2 balles, pourtant toutes les 2 mortelles. La première balle aurait tué net et instantanément le gendarme. Donc comment aurait-il pu se tirer une 2e balle? On se le demande. Mais bon, toujours est-il, pourtant, comme je vous le disais, toutes les 2 mortelles. L'une dans la tête et l'autre dans le cœur. Faut quand même être balèze. Alors, y a peut-être des gens qui arrivent à ressusciter pour se retirer une 2e balle. C'est bizarre. Des suites d'une longue dépression, soi-disant, excédé de ne pas être pris au sérieux dans l'affaire Émile Louis et après avoir été contraint à une retraite anticipée. Pourtant, l'autopsie ne permettait pas d'exclure un assassinat. Alors pourquoi ça n'a pas été plus loin? On se le demande. En avril 2004, c'est le parquet qui ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat sur la base d'un premier rapport d'autopsie jugeant que les 2 impacts de balles peu compatibles avec un suicide. En février 2011, un non-lieu est rendu sur la mort du gendarme Christian Zambert, contrairement à ce qu'avait confirmé et affirmé l'expert balistique d'un premier collège d'experts, parce qu'il y en a eu quand même pas mal d'experts qui ont suivi l'affaire, et bon, apparemment, Toujours est-il, la carabine retrouvée à proximité du corps et dont le fonctionnement avait été modifié par Christian Zambert pour que l'arme puisse tirer en rafale, était bien celle qui avait tiré 2 balles, dont les fragments avaient été retrouvés dans le crâne de l'ancien gendarme, explique le procureur d'Auxerre. La famille du gendarme fait appel de cette décision qui est confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris en février 2012. Un ex-directeur de l'APAJH d'Auxerre est impliqué. En 1989, Pierre Charrier, ex-directeur et fondateur de l'association pour adultes et jeunes handicapés, APAJH, de Lyon à Auxerre, est pris en flagrant délit alors qu'il agresse sexuellement une jeune fille handicapée de 22 ans. Il explique qu'il aurait ainsi permis à la jeune femme de s'épanouir affectivement. Pourquoi pas. Quel juge, quel procureur, quel avocat, qui peut croire c'est carrément dément. Je ne comprends pas qu'un avocat puisse défendre ça. Mais bon, après, ça c'est mon opinion. Charrier est un proche d'Émile Louis. Il est condamné à 6 ans de prison ferme. Ouais, en fait, plus on fait de conneries, et moins on est... Ah ouais, tiens, ça c'est pas mal. Hein. En fait, vaut mieux directement voler un caseau de pommes plutôt que de voler simplement une petite poire. Bref, elle est belle la justice par moment. De manière générale, toute la vie d'Émile Louis est liée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, devenue aide sociale à l'enfance, ASE. Enfant de la DAS, famille d'accueil de la DAS, employé par des établissements sous tutelle de la DAS, il aura fait de la protection de l'enfance son terrain de chasse. Comme quoi, hein, je crois que plus on a affaire à des malades mentaux et plus on aime ça. On les met à des postes, enfin bon, bref.
Mais il est rattrapé à Draguignan. Le 23 novembre 1989, Émile Louis, qui vit à Draguignan dans le sud de la France, est condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à 5 ans de prison, dont 1 an assorti d'un sursis, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour attentat à la pudeur, commis avec violence sur mineurs, les enfants de ses voisins de camping. Il est libéré le 18 avril 1992. En avril 1992, il épouse en secondes noces Chantal Paradis à Draguignan. Le 3 juillet 1996, 4 ans après, l'association de défense des handicapés de Lyon, fondée par Pierre Monnoir et Jeannette Beaufumé, par l'intermédiaire de son avocat, maître Pierre Gonzalez de Gaspard, dépose une plainte auprès du juge d'instruction Benoît Lewandowski, un nom, mais bon, pour enlèvement et séquestration dans l'affaire des disparus de Lyon. Les juges d'instruction et procureurs de la République du tribunal d'Auxerre refusent la réouverture du dossier dans un premier temps en février 1997. Pour prescription, l'affaire étant ancienne de plus de 15 ans. En droit français, avant 2017, un crime était prescrit au bout de 10 ans. Les familles des victimes décident de médiatiser l'affaire en écrivant à l'émission Perdu de vue de TF1, animée par Jacques Pradel, ce dernier, lui-même enfant de la DAS. Il prend à cœur cette affaire et saisit l'occasion de faire monter son audimat. Comme quoi, quelque part, la mort et le malheur des uns fait le bonheur des autres, si on peut dire, en utilisant son émission pour recueillir des témoignages et jouer les journalistes d'investigation pour faire bouger la justice. Il publie un livre, Les disparus de Lyon, la 8e victime, aux éditions Michel Lafon en 2005. Dans la soirée du 12 décembre 2000, Émile Louis est placé en garde à vue à la gendarmerie de Draguignan. Le gendarme qui l'interroge feint que les disparitions sont prescrites en raison de leur ancienneté et lui brandit un papier pour le confirmer que la prescription pour ces faits est de 10 ans. Convaincu d'être relâché à l'issue de sa garde à vue, Émile Louis reconnaît avoir tué les 7 disparus de Lyon et les avoir enterrés dans un bois à Rouvray. On l'emmène sur les lieux où il désigne 7 emplacements. Le 14 décembre 2000, Émile Louis est mis en examen pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Auxerre. Contestant cette poursuite judiciaire, parce que bon, en même temps, il n'avait pas tout à fait tout compris à la vie, lui, mais bon, il se rétracte et clame son innocence. Bah, pourquoi pas? Bah oui, je sais où qu'ils ont été enterrés, je sais que... Mais non, c'est pour moi. Non, c'est le voisin. Oui, non, mais c'est celui qui habite à Tombouctou qui les a enterrés, je le connais bien, il habite dans une case là-bas, Non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. En expliquant avoir raconté n'importe quoi en pensant que les faits étaient prescrits. L'affaire est alors particulièrement complexe car les jeunes femmes sont portées disparues depuis 20 ans. Effectivement, c'est vrai que ça peut... Oui, 20 ans, ça fait loin, mais quand même, si on est sur une piste, pourquoi pas creuser? Et le 18 décembre 2000, un premier corps est retrouvé à l'endroit désigné par Émile Louis. Les tests ADN démontreront que le corps appartient à Jacqueline Weiss, la jeune fille de la DAS qui avait vécu chez lui à titre de famille d'accueil. Un second corps est découvert le 4 janvier 2001 et sera identifié comme appartenant à Madeleine Dejuste, une de ses maîtresses. En janvier 2001, Chantal Paradis, la seconde épouse d'Émile Louis, porte plainte contre lui à Draguignan pour viol et torture
commis sur elle après l'avoir droguée aux médicaments entre 1992 et 1995, ainsi que sur sa fille, Karine, issue de son premier mariage, alors, à cette époque, âgée de 14 ans. Karine a d'ailleurs déposé plainte en janvier 2000 contre son beau-père pour agression sexuelle. Émile Louis reconnaît les faits devant les enquêteurs, puis nie tout en bloc et clame son innocence. Il est condamné 23 ans après ces faits. Le 14 février 2001, Émile Louis est mis en examen pour viol et acte de barbarie sur sa dernière épouse et la fille de celle-ci. Bien entendu, le 17 décembre 2001, Émile Louis est entendu au palais de justice d'Auxerre le 23 décembre 2001. Le journal du dimanche révèle que l'enquête administrative du procureur général à la Cour d'appel de Paris, Jean-Louis Nadal, confirme la disparition du palais de justice de la quasi-totalité du dossier de 1958 à 1982, clos par un non-lieu. Alors, ça sert à quoi de faire des dossiers si c'est pour les perdre, hein, c'est pas mal. Hein, c'est comme ça qu'on accuse des innocents. Aïe, aïe, aïe. Bon, continuons. Mais le 26 mars 2004, il est condamné en première instance par la cour d'assises du Var, siégeant à Draguignan, à 20 ans de réclusion, assorti d'une période de sûreté des 2/3, pour viol avec acte de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et viol sur sa belle-fille, commis à Draguignan au début des années 1990. Le 17 novembre 2004, la meilleure amie de Jacqueline Weiss, enfant de la DAS, l'une des disparues de Lyon, affirme que Jacqueline Weiss subissait des sévices de la part d'Émile Louis, dont le foyer la recevait à titre de famille d'accueil à Villefargot. Son corps est retrouvé le 4 janvier 2001 à Rouvray, à l'endroit indiqué par l'accusé, immédiatement après ses aveux. Celui-ci se rétracte. Bien sûr. Et le 23 novembre 2004, Émile Louis reconnaît le viol et la séquestration d'Anne-Marie Ziegler, rencontrée au milieu des années 1980. Il était voisin de mobil-home dans un campagne du Var. Dans un camping du Var. J'arrive même pas à relire mes notes, moi. Il est grave, le mec, quand même. Bon. Elle n'a pas porté plainte de peur qu'il ne s'en prenne à ses 3 enfants. Pourquoi pas. Le 25 novembre 2004, à l'âge de 70 ans, il est condamné en première instance par la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité, avec peine de sûreté de 18 ans. Après 11 ans de procédure judiciaire pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon, il est également condamné à verser 60 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral aux enfants de Bernadette Lemoine et Françoise Lemoine. 30 000 € à la mère de Chantal Gras, 15 000 aux sœurs et frères des 7 victimes et 5 000 à chacune des 15 parties civiles au titre des frais de procédure. Comme il ne pouvait pas verser ces montants, bien entendu, c'est qui a payé? L'État. En même temps, vu les couacs qu'il y a eu dans ce dossier dès le début, c'était la moindre des choses. Mais enfin bon, si maintenant il faut payer à la place des criminels, pourquoi pas. Via la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le CIVI, qui a dédommagé les parties civiles. Bon, c'est un moindre mal, hein, mais bon, ça ne remplace pas
on pourra donner tout l'argent du monde, mais ça ne remplace jamais un être disparu. Les familles des victimes réclament de poursuivre le procès pour savoir ce qui est arrivé aux 5 des 7 disparus dont les corps ne furent pas retrouvés. Émile Louis a fait appel. Le 12 octobre 2005, la fille aînée d'Émile Louis, Marilyn Vinet, entendue comme témoin au procès de Draguignan, déclare avoir été violée par son père alors qu'elle avait 5 ans, puis 19 ans. Elle affirme également avoir assisté à l'âge de 10 ans environ au meurtre d'une jeune fille éventrée par son père dans un bois à Saint-Florentin, à 30 km au nord d'Auxerre. Elle a publié un livre, Être la fille d'Émile Louis, dans lequel elle le qualifie de prédateur. Le 14 octobre 2005, il est condamné par la Cour d'appel des Bouches-du-Rhône à une peine de 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus qu'en première instance, assortie d'une période de sûreté des 2/3 pour viol, avec acte de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et des viols sur sa belle-fille, commis à Draguignan au début des années 90. Cette condamnation vient en plus de sa peine de réclusion à perpétuité pour l'affaire des disparus de Lyon. Le 25 juin 2006, les 12 jurés de la Cour d'appel de Paris confirment une peine identique à la première instance pour l'affaire des disparus de Lyon. Réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté de 18 ans et dédommagement des familles des victimes. La Cour de cassation confirme la condamnation le 13 septembre 2007. Emprisonné à la maison centrale d'Etsingeheim, il est transféré pour des raisons de troubles neurologiques dans une unité spécialisée de l'hôpital de Nancy, et spécialisée et sécurisée. Au passage, le 14 octobre 2013. Il y meurt quelques jours plus tard, le 20 octobre 2013, à l'âge de 79 ans. Mais qui sont les victimes confirmées de cette affaire? Eh oui, parce que il y a eu des victimes, mais bon. Les victimes confirmées sont Françoise Lemoine, âgée de 27 ans, disparue en mars 1975, Christine Marlot, âgée de 15 ans, disparue le 23 janvier 1977, Jacqueline Weiss, 18 ans, disparue le 4 avril de cette même année, 1977, retrouvée morte le 18 décembre 2000, sur les aveux d'Émile Louis. Chantal Gras, 18 ans, disparue le 21 avril 1977. Madeleine de Juste, 21 ans, disparue en juillet 1977, retrouvée morte le 4 janvier 2001 sur les aveux d'Émile Louis. Bernadette Lemoine, 19 ans, disparue en mars 1978. Martine Renaud, 16 ans à l'époque, disparue le 26 septembre 1979. Les victimes dont il reste toujours un soupçon et dont on ne saura jamais, vu que Émile Louis est décédé et qu'il ne l'a jamais avoué. Lucette Evin, disparue le 9 février 1970, retrouvée morte de manière suspecte le lendemain. Marie-Jeanne Cousin, disparue en 1975, retrouvée morte le 3 décembre 2018 et identifiée en 2024. Elisabeth Fontaine, disparue le 10 février 1979 et retrouvée morte de la même manière suspecte 8 jours plus tard. Sylviane Lesage, disparue le 20 février 1981, retrouvée morte le 5 juillet 1981. Le 20 février 1981, oui, il me semble que c'est ce que j'ai dit. Bon. Ségolène Werner, morte
de manière suspecte le 25 novembre 1986. La personnalité d'Émile Louis est particulièrement troublante. En effet, Émile Louis est un être qui pourrait passer pour qui pouvait passer pour être le gentil grand-père, l'homme serviable, en plus, étant famille d'accueil, quelqu'un de bien, quelqu'un, hors de tout soupçon qui aurait été s'imaginer. Des fois, c'est sous les meilleurs emballages que se trouve la pourriture. Émile Louis était en proie à des pulsions sexuelles violentes. Et il était diagnostiqué comme une forteresse qui entourait un vide affectif sidéral. Émile Louis portait en lui les caractéristiques de ses victimes. Elle incarnait ce qu'il haïssait en lui, d'où sa violence sexuelle et prédatrice avec ses sœurs de misère. Selon ses mots, il exprimait le désir de se retirer du monde. Il a été marqué, on ne peut pas parler au présent parce qu'il est décédé, il a été marqué par des troubles affectifs profonds et par sa non-relation à ses parents qu'il n'a jamais connus. Il était menteur, sa mère adoptive était autoritaire et froide, trait de personnalité dont il s'imprégnait entièrement. Il était en même temps décrit comme un homme gentil, serviable, à l'écoute et affectueux, comme je vous l'ai précisé. Un confident, un père qui a apporté beaucoup à des jeunes en manque d'affection et de reconnaissance. Émile Louis souffrait d'une cardiopathie coronarienne et d'un diabète qui l'obligeait à recevoir des injections d'insuline quotidiennes. Mais bon, ce qui n'empêche pas quand même d'être... Mais bon, il a été quand même démontré, dès le début de cette interminable affaire, une négligence coupable et un défaut de professionnalisme patent de la part du parquet d'Auxerre, largement repris dans les médias à l'époque. Mais aucune sanction ne fut prise envers les magistrats concernés, et ce malgré l'intervention du garde des Sceaux de l'époque, Marie-Lise Lebrançu. Donc, comme quoi, il suffit d'être juste pour faire toutes les conneries du monde, et on vous les pardonne. De toute façon, malheureusement, les faits étaient déjà faits par Émile Louis, étaient déjà commis par Émile Louis, les pauvres jeunes femmes étaient déjà décédées quand l'enquête a débuté, mais peut-être que ça aurait évité de laisser un prédateur en liberté. Mais bon, voilà, c'est comme ça que se sont passées plus ou moins les choses. C'est en 81, le 28 décembre, que l'arrestation du conducteur de car Émile Louis, il nie le meurtre de Sylviane Durand-Lesage et de toutes les disparitions. Il avoue avoir des troubles de comportement sexuel l'ayant entraîné à commettre des attouchements sur mineurs, comme je vous l'ai dit. Et bien entendu, que doit-on retenir de cette affaire ? Je pense que la justice de notre pays est à deux vitesses. Peut-être moins, enfin quoique, quand je dis moins, je ne pense pas que ça soit moins, mais différent. À cette époque, on prend tout à la légère en sachant qu'il y a certainement des personnes, des hauts bonnets classés dans cette affaire un peu sordide, avec abus sur mineurs, viol, prostitution,
Et on sait qu'il y a des notables dans cette affaire. Donc, on va essayer d'étouffer un petit peu les affaires. Bien entendu, arrivé à un certain stade, malheureusement, hein, on est obligé la justice a été obligée d'ouvrir les yeux, encore heureux d'ailleurs. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, les affaires continuent à être plus ou moins sordides, et on en arrivera certainement à un point de non-retour à un moment, parce que le ministère de la Justice, en fait, il faut qu'il y ait de moins en moins d'avocats, de juges, mais pour étudier, si on peut dire, de plus en plus de dossiers. Ils doivent avoir en étude et aussi voir en comparution, qu'elle soit immédiate ou pas, de plus en plus de délinquants. Ouais, bon, ça va du voleur de pommes certainement au tueur. Donc, moi je me mets à la place des juges quelque part. C'est pas facile toujours de trouver les coupables, mais en même temps, de toute façon, c'est ce qu'on dit, les prisons sont toujours pleines d'innocents, et quand il y a des coupables, on leur demande s'ils veulent aller à l'audience. S'ils disent non, on les laisse dans leur cellule, les pauvres petits, comme certains qui ont fait des attentats en France. Bah oui, on va pas les obliger, c'est normal, quand même, entre nous. Alors pour Émile Louis, à cette époque où la justice était encore, on va pas dire à ses balbutiements, parce que bon, bien entendu, mais on demande à un gendarme de faire son travail, comme on demande aux policiers et aux gendarmes de faire leur travail à l'heure actuelle, mais en même temps, on arrête des personnes qui sont coupables. Les gendarmes les placent en garde à vue, mènent des enquêtes sur des mois et des mois et des mois. Et au bout du compte, on les relâche. On les relâche parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Hein, vaut mieux enfermer un voleur de pommes, ça va plus vite, hein, le pauvre gars, on s'en fout, que d'aller enfermer des tueurs en série pour sous prétexte que, je ne sais pas, on a des doutes. Alors bon, évidemment, il y a des avocats. Il faut des avocats pour défendre les personnes, bien sûr, parce qu'il y a des innocents. Bon, moi, personnellement, je ne pourrais pas être avocat parce que m'occuper d'une affaire où je sais que je suis en train d'essayer de prouver l'innocence ou d'atténuer une peine à une personne qui a tué ou qui a violé, non, je pourrais pas. Non, je pourrais pas parce que moi, je ne suis pas spécialement pour la peine de mort, mais après, voilà, des gens comme Émile Louis, malheureusement, il est décédé. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais aller tuer des enfants ou des adolescents, et puis rester en vie, et il est mort de sa belle mort, parce que la vieillesse, ça on va tous y passer. Mais est-ce normal que dans notre société on puisse laisser soit en liberté sous présomption d'innocence des tueurs, des violeurs, des agresseurs, franchement, alors, est-ce une question que je dois poser qui doit se poser à la société ou au pouvoir qui est en place ou qui sera en place? Je pense qu'il est temps de taper du poing sur la table et puis de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Certainement que notre pays irait mieux si des personnes de ce type,
on va les faire passer pour fous ou pour détraqués. Alors on va les soigner, soi-disant. Et puis on va les relâcher parce qu'ils sont guéris, soi-disant. Ou, ils ont été gentils en prison. Ils n'ont pas fait de bazar en prison. Bon, on leur remise de peine pour bonne conduite. Allez hop, on les remet dehors. 6 mois après, les gendarmes les arrêtent et rebelote. On recommence. Moi, personnellement, je pourrais ni être gendarme ni policier parce que au bout d'un moment, on a envie de prendre une arme, enfin son arme, et puis de les descendre directement parce que, en fait, ils font que ça. On arrête, on relâche, on arrête, on relâche, on arrête, on relâche. Ils ont de quoi tomber fou, quoi. Mais bon, voilà où qu'on est, pour moi, la justice de notre pays, et tout pendant que ça ne changera pas, malheureusement, on aura des personnes comme Émile Louis, des personnes comme d'autres personnes que nous pourrons voir lors de la piste criminelle. Et sur ces mots, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Bon, même si j'ai donné mon point de vue, qui n'est peut-être pas celui de tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à des personnes comme Émile Louis, à des personnes comme Dutroux, et j'en passe, c'est des meilleurs, bien entendu. Laissez vos commentaires et puis j'y répondrai. Je vous remercie de votre écoute, de votre visionnage et puis de vos abonnements aussi. Et je vous retrouve dès mardi prochain entre 17 et 18h pour une nouvelle enquête, un nouveau volet de la piste criminelle. À toutes et à tous, une excellente semaine. À mardi prochain.